Donc là, dans un premier temps, parce qu'on va faire le cadre juridique de l'utilisation du cheval à deux voies avec mon associé. Donc je vais commencer par vous parler de quelque chose d'un peu austère, on va dire, c'est le statut juridique du cheval. Pourquoi est-ce que je vais vous parler du statut juridique du cheval? Parce que vous allez bien sûr vous apercevoir que de ce statut juridique découle un certain nombre de conséquences et d'obligations. Alors, le cheval, déjà, n'est pas un animal de compagnie. C'est un animal de rente, un animal de travail. Il y a eu quelques tentatives justement pour faire passer le cheval du statut d'animal de rente au statut d'animal de compagnie. Alors, l'idée première de ce souhait, de ces propositions de loi, c'était d'empêcher l'hypophagie. En fait, vraiment, c'est l'idée sous-jacente de ce type de proposition. C'est pour arrêter la consommation de viande de cheval. Bon, ce sont des propositions de loi qui n'ont pas été suivies des faits, pour la simple et bonne raison que, bien entendu, la filière équine en pâtirait lourdement. Il est vrai que l'élevage du cheval de trait a quand même une grosse vocation à être une production bouchère. Et par ailleurs, à terme, la qualification d'animal de compagnie du cheval impliquerait l'application de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, qui, elle, appliquée stricto sensu, pourrait amener purement et simplement à empêcher l'utilisation non seulement sportive, mais voire l'utilisation utilitaire de l'équidé. Parce que, je vous cite simplement deux articles de cette convention européenne. Donc vous avez l'article 7 qui vous dit qu'aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé ou à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelle ou en utilisant des moyens artificiels. Donc effectivement, vous voyez tout de suite le problème s'agissant de l'utilisation de chevaux avec des enraînements, avec un attelage, avec des éperons, avec une cravache, voilà. Donc voilà, l'application de cette convention pourrait poser problème. Vous avez aussi l'article 9 qui ajoute « Aucun traitement ne peut lui être appliqué ni aucun procédé utilisé afin d'accroître ou de diminuer le niveau naturel de ses performances au cours des compétitions ou à tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le bien-être de cet animal. » Bon, où commence le risque et le bien-être de l'animal en utilisation professionnelle ou en utilisation sportive, c'est effectivement problématique. Bon, pour autant, le cheval n'est pas un animal dépourvu de protection. Hein. Vous avez dû en entendre parler. Depuis le 16 février 2015, vous avez l'article 515-14 du Code civil qui dispose « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » Alors, là, deux choses. En fait, cet article 515-14 vous dit « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. » Bon, c'est bien, on est content que cette disposition ait enfin été insérée dans le Code civil. Néanmoins, je me permets d'attirer votre attention sur le fait que cette disposition n'a rien ni de sensationnel ni de révolutionnaire, pour la simple et bonne raison que le fait que les animaux soient doués de sensibilité était déjà depuis longtemps reconnu par le Code rural. Donc, voilà, depuis le 10 juillet 1976, vous avez une disposition analogue dans le Code rural. Donc, partant de là, effectivement, les nouvelles dispositions du Code civil n'ont rien de sensationnel. On vous rappelle quand même dans cet article, et là aussi c'est important, que les animaux sont soumis au régime des biens. Alors, bon, là je vais faire de l'analyse juridique qui sans doute ne vous concerne pas, mais je le précise parce que la formulation est quand même, on va dire, originale et un tant soit peu ambiguë. On ne vous dit pas les animaux sont des biens. On vous dit qu'ils sont soumis au régime des biens. Donc il y a une nuance qui, en termes juridiques, n'est pas totalement anodine. Alors, est-ce qu'elle l'est voulue, est-ce qu'elle ne l'est pas ? Je ne pourrais pas vous le garantir, parce que c'est vrai qu'à une époque, tous les termes qui étaient inscrits dans le Code civil ont été mûrement pesés, réfléchis.
C'est plus nécessairement le cas à l'heure actuelle, et sachant la façon dont cet article a été inséré, voilà, je ne suis pas sûre qu'il faille y prêter plus de conséquences que ça, mais c'est quand même important, parce que soit on vous dit les animaux sont des biens, donc ce sont des choses, des biens meubles, puisque bon, ils sont capables d'être bougés, contrairement aux immeubles, soit on vous dit ils sont soumis au régime des biens. Donc s'ils sont soumis au régime des biens, ça veut dire qu'ils sont traités comme des biens, mais qu'ils n'en sont pas nécessairement. Mais là, pour le coup, le Code civil ne nous dit pas ce que c'est. Si ne sont pas des meubles, ce ne sont certes pas des individus. Bon, jusque-là, tout le monde est à peu près d'accord. Mais la question qui va être posée, c'est quoi alors? Ils sont soumis au régime des biens, mais ils n'en sont pas. Ils ne sont pas non plus des êtres humains. Mais là, le Code civil ne nous dit pas ce que c'est. Autre élément intéressant de cet article, et qui là va directement avoir des applications concrètes, c'est qu'on vous dit qu'ils sont des êtres vivants doués de sensibilité, et ils sont, sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Donc là, l'article du Code civil nous rappelle qu'il y a des lois spécifiques qui protègent les animaux. Alors, les lois spécifiques, vous allez les trouver notamment dans le Code pénal. Alors, je vais retrouver ma petite page. Donc, la protection animale par la loi pénale est relativement ancienne. Elle date du 2 juillet 1850. C'est la loi Grammont qui a commencé à prendre des dispositions en ce sens. Alors, bien entendu, cette loi Grammont, il faut quand même la nuancer, parce que si vous voulez, elle avait pour but de sanctionner les mauvais traitements exercés en public. Donc, ce qui revient à dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tous les termes en droit ont un sens. Ça veut dire que si les mauvais traitements étaient en privé, vous pouviez. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut quand même relativiser la portée de cette loi. En fait, le but de la loi Grammont, c'était pas tant de préserver l'intérêt des animaux que de préserver celle du public, pour ne pas que le public soit soumis à la vision de ces mauvais traitements. Bon. Alors, la loi a quand même évolué, mais il a quand même fallu attendre 1959 pour avoir un décret qui réprimait cette fois de manière générale et sans condition de lieu les mauvais traitements infligés aux animaux domestiques. Bon. La notion d'animal domestique, au départ, c'était les êtres animés qui vivent, s'élèvent et se nourrissent, se reproduisent sous le toit de l'homme et par ses soins. Puis, pareil, en 1959, par ce même décret, la notion d'animal de compagnie, la notion d'animaux domestiques a été étendue à tous les animaux apprivoisés ou tenus en captivité. Autrement dit, le cheval n'est pas un animal de compagnie, mais ça n'en reste pas moins un animal domestique. Donc, si vous voulez, l'animal de compagnie s'oppose à l'animal de rente, l'animal domestique s'oppose à l'animal sauvage. Le cheval, bon, sauf exception, il y en a encore, mais le cheval tel que nous le pratiquons, nous ici, c'est un animal domestique. Donc, vous avez ensuite un article 521.1 du Code pénal qui punit d'emprisonnement, de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, les sévices graves infligés aux animaux. Voilà. Ensuite, et là encore intéressant pour nous, vous avez le Code rural qui vous dit que l'animal doit être placé dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Vous avez aussi un arrêté du 25 octobre 1982 relatif aux animaux d'attelage, et là, ça nous concerne directement dans le cadre du sujet que l'on traite aujourd'hui, c'est que les animaux d'attelage doivent être maintenus dans un bon état de santé par une personne possédant la compétence nécessaire. Autrement dit, si vous utilisez des chevaux, que vous détenez des chevaux d'attelage, vous devez veiller à ce qu'une personne ayant les compétences nécessaires soit affectée à leur entretien. Donc ça, c'est un point qui peut être important.
Vous avez aussi une réglementation concernant l'hébergement des chevaux. Alors, le propriétaire du cheval, bon, alors c'est le propriétaire ou la personne qui l'a sous sa responsabilité, hein, doit la protéger des aléas climatiques, la surveiller quotidiennement, lui apporter de l'eau, une alimentation adaptée. Et l'article R 214 17 18 du Code rural sanctionne les modes de détention inadaptés causant des souffrances aux animaux, les animaux malades laissés sans soins, l'absence de clôture ou d'attache. Et cet article, donc c'est ce que je vous disais précédemment, encadre la détention des équidés en plein air, notamment voilà, par rapport à l'obligation d'avoir un abri, d'avoir de l'eau, etc. Voilà, donc vous voyez qu'effectivement, aujourd'hui, on peut dire que si le statut juridique du cheval reste inchangé, c'est une chose, ça n'en est pas moins une chose qui est soumise à un certain nombre de soins, d'obligations en termes d'entretien. Voilà. Donc ce sont des éléments à prendre en considération à partir du moment où on est détenteur d'équidés et où on entend les utiliser, notamment dans le cadre de l'attelage. Donc j'en aurais fini avec cette première partie. Bonjour, je suis donc moi Nathalie Moulinas et je dois vous parler de la réglementation de la détention des équidés. Alors Claudine a évoqué un petit peu le problème déjà dans le cadre du statut du cheval, puisque pour la détention des équidés, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire à dire, en plus tout est excellemment bien repris sur le site de l'IFCE. Et je peux tout à fait citer ce qui est inscrit sur leur site concernant les obligations réglementaires du détenteur d'équidés qui doit détenir un registre d'élevage. Donc le nom est resté, donc même si vous avez des équidés mais pas d'élevage, vous devez tenir le registre d'élevage, le nom est resté. On doit déclarer les lieux de détention, hein, vous aurez compris que c'est un usage sanitaire. Et enfin, il y a des obligations particulières pour les détenteurs de plus de 3 équidés, qui doivent déclarer un vétérinaire sanitaire. Alors, en fait, dans toute cette réglementation sur le détenteur d'équidés, vous êtes obligé d'appliquer ce que nous appelons un raisonnement à contrario. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas dit ce qu'il fallait faire, mais on va vous dire comment vous serez puni quand vous ne faites pas, quand vous faites certaines choses. Donc, à contrario, en sachant ce que vous ne devez pas faire, vous devez déterminer ce que vous pouvez faire. Voilà, vous êtes donc passible d'une peine d'amende si vous ne déclarez pas votre lieu de détention. On en détermine donc qu'il faut déclarer le lieu de détention. On a l'article 131-13 du Code pénal qui précise donc ce que sont les contraventions de 3e classe. C'est une amende de 450 €. Vous voyez que c'est quand même pas non plus très, très dissuasif. Et vous avez les articles D212-47 du Code rural et suivants qui vont également déterminer les sanctions et la réglementation de la détention. L'article D212-47, tout détenteur d'équidés a l'obligation de se déclarer auprès de l'IFCE. Auparavant, la déclaration se faisait en mairie et c'était excessivement compliqué. Ça remonte à quelques années en arrière, puisque les mairies n'étant pas en lien entre elles, évidemment, les haras nationaux à l'époque n'arrivaient pas à faire le lien des détentions d'équidés. Cette obligation ne s'applique pas aux cliniques vétérinaires, équarrisseurs, abattoirs et transporteurs, puisqu'évidemment, ils sont censés avoir les animaux que de passage dans leur structure. Lors de la naissance, l'importation ou l'introduction d'un équidé, le détenteur doit transmettre dans un délai de 2 mois les informations nécessaires à son enregistrement auprès de la base centrale. Tous les équidés nés ou détenus en France doivent être enregistrés auprès de l'IFCE. Cet enregistrement est attesté par la délivrance d'un certificat d'enregistrement qui accompagne l'équidé dans tous ses déplacements. Alors, cet article est relativement simple quand il s'agit d'animaux nés sur le territoire français.
Tout se complique parfois un petit peu quand on introduit des animaux de l'étranger. Dans notre région, nous introduisions évidemment beaucoup de chevaux d'Espagne. J'imagine qu'on peut également, aujourd'hui, dans les chevaux de concours, on voit beaucoup de chevaux allemands, de chevaux belges. Aussi bien la réglementation belge et allemande est assez proche de la nôtre. On a parfois quelques petits soucis avec les chevaux espagnols, puisque la réglementation espagnole est quand même un peu moins raide que la nôtre, et qu'on peut tout à fait en Espagne acheter un cheval qui n'a pas de papier. Et ce qui n'est pas le cas chez nous, on n'est pas censé pouvoir acheter un cheval sans papier. Or, on peut acheter un cheval sans papier en Espagne. Alors en Espagne, on lui fait fabriquer un passeport, et ensuite, avec ce passeport, l'IFCE se débrouille pour enregistrer l'équidé, et il va parfois manquer quelques informations basiques pour nous, c'est-à-dire, par exemple, il y a peu de temps, j'ai eu l'occasion de découvrir un cheval espagnol dont on ignorait le nom de la mère, avec le nom du père, c'est rarissime quand même, c'est plus souvent dans l'autre sens. Voilà, donc la difficulté va se retrouver plutôt quand on achète un cheval étranger par rapport à ses inscriptions auprès de l'IFCE. L'arrêté du 23 juillet 2012 est relatif, lui, aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du moment où on a plus de 3 chevaux dans son établissement, on doit déclarer un vétérinaire sanitaire. C'est le vétérinaire qui va être attaché à l'établissement et que l'on fera venir en cas de difficulté, qui va surveiller les vaccinations, les vermifugations, etc. Pour les conditions de la détention, Claudine y est venue tout à l'heure, vous n'allez être que dans des textes que vous allez devoir appliquer en fonction de ce qu'il n'est pas permis de faire. Alors, on vous dit qu'il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, de priver ces animaux de nourriture et de l'abreuvement nécessaire à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication. C'est l'article R214-17 du Code rural. C'est évidemment cet article qui est utilisé pour déterminer ce que vont être les mauvais traitements. Voilà. On aura un mauvais traitement quand les besoins physiologiques propres de l'espèce n'auront pas été respectés. Alors c'est évidemment très compliqué, puisque je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui font partie d'associations pour le bien-être animal ou la défense des droits des animaux. Mais la complexité pour l'application de ce texte va relever surtout de l'absence de connaissance de la personne, du substitut du procureur de la République qui va être en charge de ces dossiers auprès des tribunaux et qui, évidemment, ne peut pas connaître, sauf à ce qu'une association ou quelqu'un de confiance vienne le lui définir, ce que seront ces mauvaises conditions. Nous avons donc encore quelques petits progrès à faire pour que la défense animale puisse trouver toute sa place en France. Toute cette réglementation est sous la responsabilité du préfet. Il ne peut pas tout faire tout de même, mais en tout état de cause, parce que c'est de la responsabilité du préfet, on va devoir déterminer qu'en fait c'est à lui qu'on doit référer de certaines difficultés et de certaines demandes de contrôle. Le préfet en France est celui, avec le procureur de la République, qui peut décider d'un contrôle. Bon, après, il donne évidemment... il délègue ce pouvoir à certains organismes d'État, évidemment, comme les services vétérinaires, etc., qui tiennent leur pouvoir soit du préfet, soit du procureur de la République. Donc, le contrôle... Pardon ? Alors, il me reste 5 minutes, mais finalement, je peux accélérer, puisqu'on a quand même vu un petit peu tout ça tout à l'heure avec Claudine. La loi de tout à l'heure a été reprise à aujourd'hui dans le Code pénal. C'est l'article 521.1 du Code pénal. Mais le fait est maintenant punissable quand il est commis de façon publique ou pas. Alors, évidemment, quand il n'est pas commis de façon publique,
Pour nous, avocats, la difficulté, c'est toujours de vérifier qui a commis ces infractions. Vous devez sans doute être au courant que depuis quelques années se développent des activités qui sont pour le moins curieuses, mais on se retrouve avec des chevaux dans des prés qui ont subi des coups de hache, des coups de couteau, des coups de fusil. Alors le coup de fusil un peu loin, on peut estimer que c'est un accident. Le coup de hache sur la tête, c'est rarement un accident. Il n'en reste pas moins que les lieux de détention des équidés ne font pas l'objet de vidéosurveillance dans la plupart des cas, et que bien que ce soit prévu, on n'arrive pas à attraper les gens qui commettent ces actes et qui manifestement se déplacent, puisqu'il a été quand même remarqué un petit peu comme on peut faire du profilage avec les humains. Il a quand même été remarqué que le mode opératoire était tout de même pratiquement toujours le même, que cela se passe dans l'est de la France, dans le nord-est de la France ou dans le sud-ouest de la France. Alors on pourrait en parler vraiment beaucoup. Je crois que très objectivement, quand on envisage la détention d'un équidé, le plus simple, c'est vraiment de se reporter bien au site de l'IFCE ou aux livres qui sont édités parce qu'ils ont tenté de résumer un petit peu toutes ces interdictions à contrario pour aider chacun d'entre nous à déterminer quelles sont les conditions dans lesquelles vous devez détenir un animal. Et j'en ai terminé. Oui, je reviens. Oui. Voilà, donc Maître Tedjan va donc terminer la présentation sur la partie plus le cheval comme moyen de transport. Voilà. Donc, comme nous devons résumer, nous résumons. Oui, alors, le cheval, effectivement, comme moyen de transport. Donc, la question qui se pose, c'est effectivement de savoir quelles sont les règles qui s'appliquent au cheval en tant que moyen de transport. Alors, première chose, dans le cadre de l'utilisation d'un cheval moyen de transport, la collectivité territoriale qui l'utilise va se retrouver vraisemblablement dans le cadre d'un contrat de transport. Alors, il faut savoir que le contrat de transport est lui aussi largement non réglementé. Les dispositions qui s'appliquent, pour le coup, c'est la Convention de Varsovie, etc. Ça ne vous concerne absolument pas. Je ne pense pas que vous fassiez du transport international avec une calèche. Donc voilà, on va passer sur ce point-là. Par contre, la réglementation du contrat de transport est avant tout jurisprudentielle et elle soumet le transporteur à une obligation de sécurité. En fait, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le transporteur a une obligation de sécurité à l'égard de la personne transportée. Et cette obligation de sécurité a été rappelée par la Cour d'appel de Rennes dans un arrêt du 12 septembre 2007, en rappelant qu'elle est liée à son client par un contrat de transport entraînant une obligation de sécurité de résultat, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas à prouver la faute du transporteur. Le transporteur qui jouant le rôle d'un cocher de fiacre fait parcourir à 13 enfants et 3 adultes un circuit de découverte dans un char à banc tiré par un cheval. Bon, en l'occurrence, les 13 enfants étaient des scolaires et les adultes étaient des instituteurs. Et une institutrice était tombée du char au moment de la descente et le droit à indemnisation a été consacré par la Cour d'appel. Donc, effectivement, c'est quelque chose que vous devez avoir à l'esprit à partir du moment où vous organisez du transport de personnes, où effectivement, cette obligation de sécurité va s'appliquer. Alors, pour ce qui est du code de la route, ce qu'il va falloir retenir, c'est que le cheval est considéré comme un véhicule, alors qu'il soit monté ou qu'il soit dans le cadre qu'il soit tracté, qu'il soit attelé, pardon. C'est un véhicule non immatriculé, au même titre qu'une bicyclette.
Donc partant de là, le cavalier comme le meneur doit respecter le code de la route, les feux, la signalisation, tout ce genre de choses. Le cavalier ou le meneur n'a pas le droit de circuler sur les pistes cyclables ou les trottoirs. Alors une chose importante, mais bon, ça relève plus du détail, le cheval ou l'attelage n'a pas le droit de circuler au galop en ville. Bon, maintenant il faut vouloir, on est d'accord, mais je tiens quand même à vous le préciser. Le meneur n'a pas le droit de circuler à deux de front. C'est aussi bon à savoir. Par contre, les chevaux comme les meneurs peuvent a priori circuler partout, sauf à ce qu'il y ait des arrêtés municipaux préfectoraux qui limitent ou interdisent la circulation sur certains lieux, par exemple les plages. Bon, c'est vrai qu'effectivement, on peut envisager sur les plages en été que ce ne soit pas une bonne idée de faire circuler des chevaux ou des attelages. Ça pourrait effectivement être dangereux. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut avoir 16 ans minimum pour conduire un véhicule attelé. Alors, ensuite, sur la voie publique, oui. Alors, plus spécifiquement, vous avez un certain nombre de dispositions qui vont s'appliquer, mais là, je vais le lire parce que je suis bien incapable de m'en souvenir, qui vont s'appliquer aux attelages au titre du Code de la route. Puisque, comme je vous l'ai dit, l'attelage est considéré comme un véhicule, c'est un véhicule hippomobile, c'est un véhicule à traction animale. Donc, vous avez un certain nombre de dispositions du Code de la route qui vont y être applicables. Alors, notamment sur le poids, c'est réglementé, c'est l'article R312.7. Pour les véhicules à traction animale non munis de pneumatiques, ils ne doivent pas peser plus de 150 kg par centimètre de largeur de bandage. Alors, je ne suis pas technicienne, je vous le livre comme c'est écrit. Hein. Alors, la largeur, c'est l'article R312.10, pas plus de 2,95 m pour les véhicules hippomobiles dont la carrosserie ou le garde-boue ne surplombe pas les roues. Ensuite, c'est pas que le reste ne soit pas intéressant, mais bon, disons plus immédiatement intéressant. L'article R313.18 vous dit que la nuit ou par visibilité insuffisante, les véhicules hippomobiles doivent être munis de 2 catadioptres à l'arrière, visibles et disposés à la limite du gabarit du véhicule. Donc ça, bien entendu, si vous achetez un véhicule hippomobile, il faut veiller que ces dispositions soient respectées. Parce que si vous voulez, dans l'absolu, outre le fait que vous ne respecteriez pas le code de la route, mais bon, je ne sais pas la probabilité que vous pouvez avoir à être verbalisé par la maréchaussée parce que votre véhicule hippomobile ne respecte pas le code de la route. Je suis un peu perplexe sur ce point, mais il n'en reste pas moins que s'il devait y avoir un accident, ça serait quand même révélateur de la responsabilité que vous pouvez encourir. Donc, partant de là, effectivement, c'est peut-être pas tant le code de la route que vous devez craindre que la responsabilité qui pourrait être engagée pour un défaut de respect. Alors ensuite, une réglementation en matière de bandage métallique, c'est l'article R314.5. Les bandages métalliques ne doivent pas avoir des saillies sur leur surface prenant contact avec le sol. Là aussi, outre le problème de respect du code de la route, c'est aussi un problème de sécurité. Alors, aussi très intéressant, l'article R315.4. Si le relief l'exige, le véhicule doit être muni d'un frein ou d'un dispositif d'enrayage. Très intéressant aussi, l'article R434.1 qui va réglementer le nombre de chevaux attelés. Là, c'est immédiatement pratique comme information. Alors, pour les transports de marchandises, vous ne pouvez pas atteler plus de 5 chevaux pour les véhicules à 2 roues et 8 chevaux pour les véhicules à 4 roues. Ça commence à en faire, hein, c'est bon. Voilà, à part que vous vouliez concurrencer Budweiser avec leurs magnifiques attelages, mais bon, voilà. Pour le transport de personnes, pas plus de 3 chevaux pour les véhicules à 2 roues et 6 chevaux pour les véhicules à 4 roues. Bon, alors après, c'est
ça concerne indirectement le véhicule hippomobile, c'est que tout conducteur, pour effectuer le dépassement d'un véhicule hippomobile, ne doit pas s'en approcher latéralement à moins d'1 mètre en agglomération et 1,50 m hors agglomération. Bon, après, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a des pictogrammes qui existent pour les panneaux de signalisation permettant ou interdisant les accès à certaines voies aux véhicules hippomobiles. Voilà, donc j'en aurais terminé sur la réglementation et le code de la route. Simplement, juste un petit mot sur les compétences requises. Alors, vous n'avez pas besoin d'un permis pour mener un attelage. Voilà, il n'y a aucune obligation légale. En revanche, vous avez un certain nombre de diplômes vous avez 2 diplômes principalement qui existent. C'est le brevet de meneur accompagnateur de tourisme équestre ou encore le certificat de spécialisation de cocher. Sachez simplement qu'effectivement, votre employé, votre préposé n'est pas tenu d'avoir ce titre pour mener un attelage. Maintenant, et là je vais jeter ma pierre dans le jardin de monsieur l'assureur, c'est que certaines compagnies d'assurance exigent d'avoir un titre qui justifie de la capacité du meneur pour vous assurer. Et je pense que j'en aurai terminé. Merci beaucoup. Alors, avant de laisser la parole à monsieur Lesage, vous avez... Ah, pardon. Alors, excusez-moi, je croyais que c'était terminé, mais non. Donc, voilà, ça serait très gentil. Donc, sur la responsabilité, c'est ça ? Sur la responsabilité. Voilà, merci beaucoup. Désolée. Alors, le thème plus précis était la responsabilité en cas d'accident sur la route. Alors, comme c'est un peu compliqué, je vais essayer d'aller très vite et de traiter en fait les régimes de responsabilité un petit peu différemment. Alors sur les accidents de la route, même si nous parlons du cheval territorial, depuis 1957, une loi de 1957, l'accident de la route qui met en cause un véhicule, donc ce sont des véhicules dirigés contre une personne de droit public, a pour compétence d'attribution les tribunaux judiciaires. Donc ça c'est déjà dit. Et ça va nous simplifier la vie puisque ça va quand même nous éviter de consulter ce qui aurait pu être la responsabilité administrative. Alors dans le régime de responsabilité, nous avons la responsabilité pénale et la responsabilité civile qui, elle, se décline en 2 pans, la responsabilité contractuelle et la responsabilité qu'on appelait avant quasi délictuelle. Sur la responsabilité pénale, je pense ne pas avoir besoin de venir sur tout ce qui est la responsabilité pénale des infractions intentionnelles. Je vais donc simplement, rapidement faire un tour sur les infractions non intentionnelles. Claudine en a déjà parlé d'ailleurs, donc je vais être très rapide. Vous pouvez engager votre responsabilité pénale lorsque vous commettez une infraction non intentionnelle, c'est-à-dire que vous ne respectez pas une obligation de sécurité. C'est vraiment très, très restrictif comme explication, mais on peut dire que tout de même, grosso modo, c'est vraiment la seule règle. On ne peut s'en exonérer qu'en démontrant le cas de force majeure. Or, effectivement, quand on n'a pas respecté une obligation de sécurité, il est quasiment impossible de s'exonérer par la force majeure. Je vais vous donner un petit exemple qui ne sera pas sur le code de la route, mais par exemple chez nous, dans les accidents sur la voie publique avec les taureaux et les chevaux, eh bien, on a toute la réglementation sur les barrières qui contiennent les animaux, la réglementation pour contenir le public, ce qui est parfois beaucoup plus difficile que de contenir les animaux d'ailleurs. Voilà, toute cette réglementation, si vos barrières n'ont pas la bonne hauteur, vous aurez beau démontrer tout ce que vous voulez, vous serez tenu pour responsable. Donc sur la responsabilité civile, qui est la responsabilité civile, elle va d'ailleurs suivre cette responsabilité pénale, puisque derrière la responsabilité pénale, où on encourt une sanction pénale, on encourt toujours de toute façon la responsabilité civile, puisque c'est, vous avez dû en entendre parler, ce qu'on appelle la partie civile au procès pénal, elle vient en fait chercher son indemnisation. Et elle va venir chercher son indemnisation exactement comme si elle avait agi sur le terrain civil. Nous avons donc la responsabilité
extra-contractuelle et la responsabilité contractuelle. Le code de 1804, parce que oui, notre code civil date de 1804, ne fait pas expressément référence à une responsabilité contractuelle, mais il prévoit des dommages et intérêts dus par le débiteur au créancier. En conséquence, on peut bien parler d'une responsabilité contractuelle en cas d'inexécution du contrat ou de mauvaise exécution du contrat. Alors, qu'est-ce que ça vient faire, allez-vous me dire, dans la responsabilité des accidents de la route? Ça vient faire quelque chose dans les accidents de la route, puisque vous pouvez tout à fait être amené, dans le cadre qui nous occupe du cheval territorial, à avoir un contrat avec une association, une société, un contrat qui sera de droit privé. Et ce contrat devra donc être respecté à la fois par la collectivité, bien sûr, et par le particulier, l'une ou l'autre pouvant engager sa responsabilité en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution. Alors, sur cette responsabilité contractuelle, on a la jurisprudence, plus que les textes, ont décliné toute cette responsabilité en plusieurs thèmes. Je ne vais pas m'y attarder dessus, il faut simplement que vous sachiez que ça existe. Il y a une responsabilité, un type de responsabilité pour les entrepreneurs d'activités équestres. C'est aussi ce qu'on devient quand, comme Claudine vous le disait tout à l'heure, on va organiser une manifestation où on fait tester la promenade en calèche, etc. Ça s'appelle, on est devenu un entrepreneur d'activités équestres. On peut également encourir une responsabilité du fait d'être loueur d'équidés. Alors, on peut être loueur d'équidés ou locataire d'équidés, bien sûr. Hein. Vous pouvez être amené à avoir des équidés en location ou bien des équidés qui vous appartiennent et que vous prêtez ou que vous louez. Attention, parce que le régime du prêt, dans le cadre de la responsabilité, est le même. Et vous encourrez donc cette responsabilité du locataire d'équidés. Vous avez une responsabilité pour l'entrepreneur de promenade. Alors là, je vous parle de distinctions contractuelles qui ont été plus ou moins édictées par la jurisprudence, qui nous a donc posé des règles pour chacune de ces activités. On a aussi, évidemment, mais je crois que ça ne vous concerne pas, les responsabilités pour les centres équestres. Mais toutes ces responsabilités sont donc des responsabilités qui vont être déterminées de toute façon par un contrat, et un contrat dans lequel on aura plus ou moins de liberté. Hein. La liberté contractuelle, c'est la règle, mais vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de contrats restent malgré tout relativement très réglementés et que la liberté contractuelle à ce moment-là devient un petit peu factice. Dans le cadre qui va vous occuper, si vous passez des contrats avec des associations ou si vous avez les chevaux qui appartiennent à la collectivité, vous pourrez être amené aussi à avoir ce qu'on appelle un contrat de dépôt ou un contrat d'entreprise. C'est-à-dire que si vous confiez vos chevaux à l'association à laquelle vous allez confier l'activité du cheval territorial, vous allez également lui confier votre cheval, ou bien elle va vous confier son cheval. À ce moment-là, vous serez, quand vous vous occupez du cheval, vous serez dans le cadre du contrat de dépôt, plus souvent d'ailleurs dans un contrat de dépôt salarié, dans lequel vous allez contracter une obligation, même si vous ne passez pas de contrat écrit, de vous occuper du cheval en bon père de famille. Alors c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, on est encore devant des obligations qu'on ne détermine que parce qu'on sait ce pourquoi on est puni quand on ne le fait pas. Mais il n'en reste pas moins que vous pourriez être confronté dans le cadre de vos activités à ce contrat de dépôt qui va assez rapidement se transformer en contrat d'entreprise à partir du moment où vous allez confier une mission de service, de promenade, de découverte à l'association avec laquelle vous avez contracté. C'est important parce que pendant la période où le cheval est sous contrat de dépôt, vous êtes présumé avoir commis une faute s'il lui arrive quelque chose. Et si vous êtes dans le cadre du contrat d'entreprise, on devra démontrer que vous avez commis une faute. Alors, toutes ces notions, vous pouvez les
les approfondir éventuellement de votre propre chef, il est important de connaître la nuance, puisque c'est un peu ce à quoi vous allez être confronté. Alors, quand on a un cheval et qu'on en est responsable, c'est parce qu'on en a la garde. Alors la garde, ça a été défini il y a fort longtemps, c'est quand on a l'usage, le contrôle et la direction de l'équidé. C'est donc quand le cheval est au pré, en paddock, dans l'écurie, celui qui s'en occupe, ou bien le responsable de l'écurie, s'il y a un responsable et des salariés. Le responsable de l'écurie sera responsable de tout ce qui peut arriver au cheval. Si nous parlons du meneur ou du cocher, il sera responsable si on démontre qu'il a commis une faute dans le cadre du contrat d'entreprise, et il sera responsable évidemment dans le cadre de l'accident de la route s'il a commis une infraction au code de la route. S'il est salarié, que ce soit salarié privé ou salarié territorial, sa responsabilité personnelle ne sera pas engagée, sauf à avoir commis une faute excessivement importante. Ça s'est produit, si mes souvenirs sont justes, alors non pas avec un meneur, mais avec un conducteur de bus qui avait une alcoolémie à hauteur de plus de 4 grammes. Sa responsabilité pénale a donc été engagée, et à ce titre-là, l'employeur a pu, lui, dégager sa responsabilité. Alors attention, il a pu dégager sa responsabilité, sauf pour ce qui était des dommages causés aux biens. Je regarde l'assurance. L'assurance aujourd'hui, même en cas d'alcoolémie ou d'infraction pénale grave, ne peut plus ne pas indemniser les victimes tierces. Par exemple, si vous avez cassé votre véhicule hippomobile parce que vous étiez sous derrière les rênes et que vous avez cassé une autre voiture, votre voiture à vous ne vous sera pas remboursée, mais celle que vous avez cassée sera remboursée dans le cadre des assurances de véhicules. Hein. Attention, parce que le petit point là est excessivement important, puisque rien n'indique aujourd'hui que le véhicule attelé dont nous parlons, ou le cheval d'ailleurs, puisse faire l'objet d'une assurance véhicule. Ça va être la difficulté qu'il faudra résoudre sans doute assez rapidement. Donc je vous ai dit qu'il y avait des causes exonératoires dans les fautes. On va y passer très vite. Je pense que ce qui pourrait peut-être vous intéresser, puisque je suis un peu pressée, ça serait peut-être un petit peu les distinctions si le meneur est un salarié territorial. Je pense que vous savez tous que dans ce cadre-là, il y a un élément dans le cadre de la responsabilité administrative qu'il faut peut-être retenir. Hein. La responsabilité administrative, elle peut être engagée pour faute lourde, elle peut être engagée pour faute simple, tout comme la responsabilité civile, mais elle a une particularité, elle peut être engagée sans faute de l'administration. La responsabilité sans faute de l'administration, c'est parfois, effectivement, quand on a exposé un préposé à un danger qu'on aurait dû connaître. Alors, oui, c'est assez curieux comme formulation, mais c'est une matière qui est très évolutive. La responsabilité, enfin tout le droit administratif évolue par rapport aux jurisprudences, même si on est en face aujourd'hui d'une tentative de codification. Il est quand même vrai que tout ça évolue de façon jurisprudentielle. Ce que je pourrais vous en dire, puisque nous avons évoqué tout à l'heure donc les obligations du meneur, je crois qu'il faudra mener des actions effectivement pour que ce diplôme soit reconnu et en tout état de cause que ce diplôme soit détenu par tout salarié que vous pourriez envoyer sur la voie publique, effectivement pour le protéger, bien sûr, et protéger les collectivités
Dans le cas où cette responsabilité sans faute de l'administration, elle serait sans faute puisqu'à aujourd'hui l'obligation n'existe pas, mais l'administration ne peut pas ne pas savoir que le risque existe. J'en ai terminé. Merci beaucoup.